Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé. Mais un vrai bond, hein. On part il y a plus de 4000 ans en Mésopotamie pour assister à la chute du tout premier empire de l'histoire, l'empire d'Akkad. Mais l'intérêt ici, c'est pas juste de regarder une civilisation s'éteindre, c'est de comprendre comment, nous, aujourd'hui, on essaye de raconter cette histoire. Pour explorer ça, on s'appuie sur un dossier universitaire de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et ce qui est passionnant, c'est que ce document, il ne donne pas une réponse unique. Au contraire, il met en scène une véritable bataille d'experts. On a les paléoclimatologues, les archéologues, et chacun arrive avec sa version. Et des versions parfois en totale contradiction. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu en fait. Notre objectif, c'est pas de jouer les détectives pour trouver le vrai coupable de la chute d'Akkad. L'idée, c'est vraiment de décortiquer la manière dont la science elle-même fabrique une explication. On va examiner trois grands récits, trois modèles qui s'affrontent, et on va voir que ça en dit beaucoup sur nos propres angoisses actuelles. Parfait. Alors, avant de parler de la fin, commençons par le début. Le décor, la Mésopotamie du troisième millénaire, c'est pas du tout une page blanche. Le dossier insiste beaucoup là-dessus. Ah non, c'est un monde déjà politiquement saturé. C'est ça. On a un réseau hyper dense de cités-États, Lagash, Ouma, Kish. Mhm. Qui sont en compétition permanente. Chacune a ses dieux, son armée et surtout ses canaux d'irrigation à défendre. Une sorte de guerre de voisinage perpétuelle. C'est un point crucial. Il ne faut pas imaginer un chaos. C'est une organisation très sophistiquée, mais fragmentée. Le contrôle de l'eau, c'est la clé. Et c'est précisément là-dedans que Sargon d'Akkad, vers 2334 avant notre ère, va opérer une rupture. Et qu'est-ce qui fait de si différent? Il conquiert juste plus de villes que les autres? Il fait bien plus que ça. Il change les règles du jeu. Au lieu de juste dominer les cités qui existent, il déplace le centre du pouvoir. Il le déplace vers une capitale qu'il crée de toutes pièces, Akkad. Akkad. Une ville pensée non pas comme un centre religieux, mais comme un pur nœud administratif et militaire. Une sorte de Brasilia de l'Antiquité, en fait. C'est une bonne image, oui. C'est fou, et le plus incroyable, c'est que le dossier le précise bien, on sait toujours pas où elle se trouve. C'est un paradoxe fascinant. La capitale du premier empire de l'histoire, perdue. Ça en dit long, je trouve. Le pouvoir akkadien, il n'est pas ancré dans un lieu saint, mais dans la pure logique de contrôle. Et cette logique, on la voit dans sa gestion. Sargon, il n'essaye pas d'effacer les cultures locales. Il maintient les temples, il laisse certaines élites en place, mais il les coiffe avec ses propres gouverneurs. C'est un système en double couche. Et il a une technique particulièrement efficace pour ça, qui est mentionnée dans le dossier. Il place sa famille à des postes clés, notamment ses filles. Ah, ces filles, c'est un coup de génie politique. Il les nomme grandes prêtresses dans les sanctuaires les plus importants, comme à Ur. Pourquoi c'est si important? Parce que les temples, à l'époque, c'est pas juste des lieux de culte. Ce sont les principales puissances économiques. Ce sont des banques, des greniers, des centres de redistribution. En plaçant sa fille à la tête du plus grand temple, il contrôle le symbolique et les richesses. D'accord, je vois. C'est comme nommer son enfant à la tête de la Banque centrale. Et de la cathédrale en même temps. Et culturellement, ça donne quoi? Il impose sa langue, l'akkadien? Oui, comme langue administrative. Tous les documents officiels sont en akkadien, mais le sumérien, la langue historique du Sud, ne disparaît pas. Il acquiert un autre statut, langue de prestige, langue savante, liturgique, un peu comme le latin en Europe. Une diglossie impériale, c'est le terme utilisé. C'est ça. L'Empire n'efface pas les différences, il les organise en hiérarchie. Il les absorbe. D'accord. Le tableau est posé. Un empire puissant, innovant, mais on sent que la structure est complexe. Et d'ailleurs, le dossier montre bien que les problèmes n'ont pas tardé à arriver. Juste après Sargon, ça commence déjà à craquer. Absolument. Ses deux fils, Rimouche et Manishtushu, ils passent le plus clair de leur temps à courir d'une ville à l'autre pour mater des rébellions. Les inscriptions de l'époque, c'est une litanie de villes punies, de révoltes écrasées. C'est le signe d'un pouvoir qui peine à s'imposer légitimement. Exactement. Il doit sans cesse rappeler par la violence qu'il est le maître. Donc dès le début, c'est pas une construction très stable. Et pourtant, l'Empire atteint son apogée juste après, avec le quatrième roi, Naram-Sin. Comment c'est possible? Naram-Sin est une figure complexe. Il règne longtemps, il étend l'empire à son maximum, mais sa plus grande innovation, c'est une tentative, un peu désespérée, de résoudre ce problème de légitimité. Face aux révoltes, il va faire un saut conceptuel inouï. Il se proclame Dieu de son vivant. Attendez, il se contente pas d'être le représentant des dieux sur Terre, comme les autres avant lui. Non, non, Il dit « Je suis un dieu précisément.
Et ce n'est pas juste de l'ego, hein. C'est une manœuvre politique incroyablement astucieuse. Si le roi est un dieu, alors se révolter contre lui, c'est plus un acte politique. Ça devient une impiété. Voilà, une transgression de l'ordre cosmique. Il déplace le débat sur un terrain où il est bien plus difficile de le contester. Et il l'a fait graver dans la pierre, n'est-ce pas? C'est la fameuse stèle de la victoire, celle qu'on peut voir au Louvre. Exactement. Sur cette stèle, on le voit bien plus grand que ses soldats, et surtout, il porte la tiare à cornes. C'était l'attribut exclusif des dieux jusque-là. Le message est d'une puissance folle. C'est une sorte de quitte ou double idéologique. Ça stabilise le pouvoir à court terme, mais j'imagine que ça rend le système beaucoup plus rigide. C'est le cœur du problème. Cette solution crée une distance ininfranchissable entre le centre et les périphéries. Le système perd toute sa souplesse. Et à ça, il faut ajouter des fragilités bien réelles. La dépendance à l'irrigation, une agriculture vulnérable et bien sûr la pression de peuples aux marges. Ah, les fameux Guti. Les textes de l'époque les décrivent comme des barbares sortis de nulle part. Oui, le cliché de l'invasion barbare. Mais le dossier montre bien qu'ils sont plus un symptôme qu'une cause. Ils profitent des fissures qui existent déjà. C'est ça, ce sont les vautours qui tournent autour d'un corps déjà marade. Voilà. On a le décor, les tensions, on arrive au moment de la chute. Et c'est là que le dossier devient ce qu'il appelle un laboratoire épistémique, Un terrain de jeu pour scientifiques, oui. où chaque discipline vient tester ses outils pour expliquer la crise. Exactement. Et le premier grand récit qui a émergé, le plus spectaculaire, c'est celui du déterminisme climatique. Tout part d'un article qui a fait l'effet d'une bombe, publié en 1993 dans la revue Science par Harvey Weiss. Son argument est simple, direct et brutal. L'empire d'Akkad a été tué par une méga sécheresse. Une méga sécheresse. Ça sonne très film catastrophe. Sur quoi il se base pour dire ça? Son équipe a analysé des carottes de sédiments à Tel Leilan, en Syrie. Et là, il découvre une couche de sédiments stériles. Aucune trace de vie. Et juste au-dessus, une énorme couche de poussière. Il corrobore ça avec des analyses dans le golfe d'Oman qui montrent une augmentation des vents à la même époque. C'est le fameux événement 4.2 kbp. Et la narration qui en découle est hyper claire. Elle est limpide, c'est une causalité linéaire parfaite. Le climat change, l'agriculture s'effondre, des réfugiés déferlent, les institutions lâchent et tout s'écroule. C'est une explication nette, scientifique, et qui résonne avec nos préoccupations actuelles, forcément. Bien sûr. Mais c'est une théorie tellement nette, presque trop belle pour être vraie. J'imagine que certains chercheurs ont dû se dire qu'un empire aussi vaste ne pouvait pas s'effondrer juste à cause d'un manque de pluie, non? C'est exactement la réaction d'une partie de la communauté scientifique. Et ça nous amène au deuxième modèle, celui de la fragilité socio-économique. Pour eux, l'événement climatique, s'il a bien eu lieu, n'est qu'un déclencheur, un amplificateur de crise. Le vrai coupable, ce serait le système impérial lui-même. Le géant au pied d'argile, voilà. Et quelles étaient ses faiblesses concrètement? Il y en a plusieurs. D'abord, la rigidité administrative qu'on a évoquée. En centralisant tout, l'Empire a détruit la résilience locale. Tout dépendait du centre. L'archéologie le montre très bien avec la multiplication des syllables. Ces écuelles en céramique standardisées. Exactement. Produites en masse pour distribuer les rations. C'est le symbole d'un système hyper centralisé. Un système super efficace en temps normal, mais qui n'a aucune marge de manœuvre en cas de problème. C'est une excellente analogie. Deuxième faiblesse, le modèle économique est extractif. Pour financer son centre, l'Empire pressure énormément les périphéries. Le dossier cite l'archéologue Loren Ristvet qui utilise une formule choc. L'Empire pratique le développement du sous-développement. En clair, il s'enrichit en appauvrissant une partie de son propre territoire. Ce qui génère forcément des tensions immenses. Et si on ajoute à ça les révoltes constantes, on a un édifice qui était déjà en train de vaciller en fait. Voilà. Pour ce deuxième modèle, la sécheresse n'a fait que pousser un château de cartes. La causalité n'est plus simple, elle est complexe, multifactorielle. D'accord. Donc on a le climat en coupable numéro 1, la fragilité interne en suspect numéro 2, mais le troisième modèle, lui, semble dire « et si on arrêtait de chercher un effondrement ?» Il ne propose pas une autre grande cause. Il interroge la solidité même des preuves et la pertinence du concept d'effondrement brutal. Alors, qu'est-ce qu'il critique exactement? D'abord, le problème du temps. La précision des datations climatiques, même avec les meilleures techniques, a une marge d'erreur de plusieurs décennies.
parfois un siècle. Donc tenter de faire coïncider parfaitement un pic de sécheresse avec l'abandon d'un site, C'est souvent une illusion. C'est comme vouloir expliquer un crash boursier par une éruption solaire, mais avec des données sur l'éruption qui sont à plus ou moins 3 mois près. La corrélation devient très fragile. on essaie de faire coller des temporalités qui sont pas les mêmes. C'est ça. Ensuite, il y a la question de l'espace. L'archéologie de terrain montre une réalité beaucoup plus nuancée qu'un effondrement généralisé. Pendant que certains grands sites sont abandonnés, d'autres, ailleurs, semblent non seulement continuer, mais même prospérer. Ils deviennent des refuges. Donc ce n'est pas un blackout universel. Pas du tout. C'est plutôt une série de pannes localisées. Et des zones qui, au contraire, tirent leur épingle du jeu. Ce qui nous amène à la question de fond. Est-ce que le mot collapse, effondrement, est vraiment le bon terme? C'est la question centrale de ce troisième modèle. Le dossier prend l'exemple de l'Empire romain. On ne dit plus qu'il s'est effondré en 476. On parle de transformation. D'une longue transformation. L'idée ici est la même pour Akkad. Plutôt qu'un effondrement soudain, on assisterait à des transitions, des reconfigurations. La fin d'une structure impériale ne signifie pas la fin de la société. Le pouvoir se fragmente, se relocalise. C'est peut-être moins spectaculaire, mais sans doute plus juste. C'est fascinant. Quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que la chute d'Akkad, c'est pas un simple fait historique. C'est une histoire à plusieurs voies. D'un côté, le thriller climatique, simple et efficace, De l'autre, le drame politique d'un système qui s'étouffe lui-même. et enfin, le regard critique qui nous dit de nous méfier des histoires trop simples. Chaque modèle fabrique l'effondrement qu'il prétend expliquer. Et ce que cette confrontation nous apprend, c'est que les sciences n'ont pas toutes la même grammaire. La paléoclimatologie adore les causalités directes, presque mécaniques. L'archéologie, elle, travaille avec des réseaux de causes complexes, locales. Et la science des effondrements n'est jamais complètement neutre. Elle est imprégnée de nos propres obsessions. La peur du changement climatique, l'angoisse face à la complexité de nos sociétés. C'est une conclusion très puissante. Finalement, cette plongée dans le passé lointain d'Akkad nous renvoie violemment à notre présent. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens. Quand on construit ces grands récits sur la fin des autres, sur des civilisations disparues il y a 4000 ans, est-ce qu'on cherche vraiment à comprendre ce qui leur est arrivé ? Ou est-ce qu'au fond, on est juste en train de s'entraîner à penser notre propre avenir, à tester des scénarios pour notre propre fin ?